Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e jour de la semaine du BAD, où on Bonjour. fête le BAD, les clubs et surtout la reprise. Et aujourd'hui, on va parler de BAD et accessibilité avec nos deux champions, qui sont Thomas Jacobs et David Toupé. Bonjour messieurs. Bonjour Julien. Salut. Alors déjà, on va faire, même si vous avez l'habitude maintenant des interviews, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour en exposant votre palmarès, votre vie aussi à côté du BAD, votre handicap, comment ça s'est passé, les circonstances, et en gros, nous raconter votre vie, s'il vous plaît. À toi l'honneur, Tom. Ok, écoutez, je m'appelle Thomas Jacobs, donc j'ai 29 ans. J'ai pas un très grand palmarès à part d'être qualifié pour les Jeux paralympiques de Tokyo. J'ai eu un accident de voiture donc en 2014 et je suis arrivé dans la discipline il y a 4 ans, 2 ou 3 ans après, aux alentours de 2017. Ok. Et vas-y David, vas-y. David Toupé, moi je suis un peu plus ancien dans le para-badminton. Donc je suis champion du monde en 2013 en double, plusieurs fois champion d'Europe en simple, double et mix sur les 3 tableaux, et donc qualifié également pour les Jeux. Et moi c'est un accident de ski en 2003 et j'ai une paralysie complète au-dessus des muscles abdominaux, voilà, en D7 pour ceux qui connaissent. Okay. Et aujourd'hui, bon là, vous êtes sélectionné pour Tokyo et la question, un peu peut-être bateau, mais comment ça va? Comment vous vous sentez? On se sent bien, je crois, David, non? Ouais, on est bien, on est serein. T'as l'air en forme en tout cas. Bah ouais. Mais parce que là, on est oui. vendredi et vous allez vous envoler donc pour un stage en Allemagne de préparation, c'est ça? Ouais, tout à fait. Avec les Suisses et les Allemands nous invitent chez eux et on fait un stage avec les Suisses et les Allemands pour préparer un petit peu, pour avoir de l'opposition surtout aussi en fauteuil et pour préparer les Jeux de la meilleure des manières. Ok. On va parler un peu passé. Est-ce que vous pouvez nous décrire et nous préciser vos premiers souvenirs de BAD à tous les deux? Vas-y, Dave. Mes premiers souvenirs de BAD, moi, c'est valide. Hein. J'ai eu un parcours dans les équipes de France jeunes. Donc, j'ai énormément de souvenirs et une belle école de la vie de façon générale. Et puis, au para-badminton, moi, mes meilleurs souvenirs, c'est forcément la toute première fois que j'ai joué et l'accueil que j'ai reçu au niveau de la famille du para-badminton sur un plan international. Ça reste gravé. Et puis forcément les premiers titres, champion d'Europe en simple. Et enfin, je dirais le fait d'avoir une grosse équipe là depuis 2013 où il y a une photo souvenir et je vois une équipe complète aussi bien chez les filles que chez les garçons et dans toutes les catégories du para-badminton. Et ça, c'était une grosse fierté d'avoir cette team au complet. Voilà, ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Et moi, mes premiers souvenirs, c'était donc avec mon ami Stéphane Durand, celui qui m'a ramené un petit peu dans le para-badminton. Donc voilà, mes premiers souvenirs, c'était à l'entraînement quand je savais pas encore tenir une raquette et que c'était très dur sur chaque frappe et qui me battait à tous les coups. Voilà, c'est ça mes premiers souvenirs de BAD. Ok. Et par rapport au handicap, en quoi le BAD vous a aidé tous les deux à vaincre, enfin, ou à surmonter votre handicap? Écoute, moi, c'est vrai que ça m'a aidé. Mon arrivée dans le parabad, elle m'a quand même beaucoup aidé à accepter le handicap quand j'ai rencontré toutes ces personnes. Effectivement, comme disait David, c'est quand même une super équipe. Il y a quand même un super collectif en France. Donc voilà, être intégré parmi tous ces gens, ça a été vraiment un bonheur de rencontrer toutes ces personnes. Voilà, on se sent beaucoup moins seul quand on rencontre toutes ces personnes géniales et ça aide forcément à accepter son handicap. Ok. Et toi, David? De mon côté, je dirais que à la base, physiquement, ça m'a aidé à me développer suite à mon handicap et prendre soin un peu de mes épaules, notamment parce qu'en fauteuil, on a des déplacements avant-arrière
Et ça a été une vraie révélation parce que j'avais pas intention de reprendre forcément le badminton quand j'ai eu mon accident. Et puis après, en effet, toutes ces rencontres et toutes les bonnes valeurs intrinsèques à notre sport ont fait que tout naturellement, le bad m'a apporté tous les jours et encore aujourd'hui que du positif, quoi. Vraiment. Alors, vous avez deux profils, j'ai l'impression, bien distincts pour Parabad. Avec David, toi, tu étais un très bon joueur valide. Et donc, avec peut-être une technique de fauteuil au début, peut-être moins bonne que certains. Et Thomas, peut-être, c'est un peu l'inverse, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure d'un point de vue technique. Donc, ce qui fait que j'ai deux questions un peu distinctes pour tous les deux. David, toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu étais en équipe de France jeune. Donc, tu as peut-être rêvé des jeux valides quand tu étais jeune. Tu viens d'être qualifié pour les Jeux de Tokyo. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as la même sensation que tu aurais pu avoir si plus grande, plus forte, plus de fierté, moins de fierté, enfin que tu aurais pu avoir si tu avais été qualifié un jour dans les JO valides? Ah, la comparaison est difficile, mais en tout cas, j'ai l'impression que ouais, je suis encore avec des rêves d'ado et la même saveur que j'avais avec en étant joueur valide. Ça, c'est sûr. Les jeux, en fait, pour moi, c'est vraiment un ensemble où on a tous les sports réunis, où il y a une fête populaire. Et on a pu le voir notamment depuis Londres, parce que ça a été bien médiatisé, je crois, et il n'y a pas de différence. Et au contraire, je pense qu'il y a des moments qui sont encore plus forts en termes de convivialité aux Jeux paralympiques. Voilà, en toute modestie et sans comparaison, vraiment, mais c'est sûr que pour moi, ouais, c'est un rêve de participer à cette grande fête du sport, quoi. Donc, et notamment avec des objectifs de paires, de médailles. Donc voilà, ouais, ouais, c'est C'est une question indescriptible en difficile fait parce pour le qu'il faudrait que moment. tu te Et mettes puis à la place. on va y vivre au jour le jour. Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est top. Et toi, Thomas, donc toi, tu es venu plutôt du tennis. Et là, aujourd'hui, on parle d'accessibilité. C'est le jour de l'accessibilité. Est-ce que si on compare les deux, tennis et bad, est-ce que le bad est plus accessible en fauteuil que le tennis? Et puis, même pour les valides, le regard que tu as là-dessus, quel point de vue tu as là-dessus? Pour accéder au haut niveau, tu veux dire? Pas forcément accéder, c'est-à-dire quelqu'un qui est en fauteuil aujourd'hui, est-ce que pour lui c'est plus simple de faire du bad en fauteuil que du tennis? Et puis aussi, après avoir un regard sur les valides, pour toi sur le bad, est-ce que c'est un sport que souvent on promeut comme facile d'accès? Est-ce que pour toi c'est le cas aussi? Écoute, pour avoir pratiqué les deux, je pense pas qu'il y ait un sport qui soit plus facile que l'autre pour une personne en situation de handicap. C'est sûr que c'est pas du tout le même sport, les déplacements sont pas les mêmes. Peut-être que pour le tennis, le fait d'avoir un handicap plus lourd comme David, c'est peut-être un petit peu plus difficile qu'en badminton parce que les distances sont quand même un peu plus grandes, les distances à parcourir sont un peu plus grandes. Mais en tout cas, ça reste largement accessible quand même à tout le monde parce que je connais des personnes qui sont atteintes d'une tétraplégie et qui jouent très bien au tennis fauteuil. Donc voilà, peut-être avec plus de difficultés, mais faut pas que ce soit un frein pour les gens qui souhaitent se mettre au tennis. Voilà, tout est possible. C'est une question d'entraînement. Après, je pense que Ok. c'est possible Ça pour tout marche. le monde. Et pour vous, quelqu'un qui est en fauteuil aujourd'hui, il a jamais fait de bad, il se fait plaisir tout de suite ou faut quelques notions, enfin soit avec la raquette, soit avec les techniques de déplacement de fauteuil? Ouais, je vais peut-être répondre à cette question parce que David a joué pratiquement toute sa vie au bad, Ouais. effectivement, non, on peut se faire plaisir assez rapidement. Après, être performant et se faire plaisir, c'est deux choses différentes. Moi, je pense que j'ai mis un certain temps avant d'être performant, mais par contre, je me suis fait plaisir tout de suite. On peut, à partir du moment où on sait tenir une raquette et frapper dans le volant, je pense que on peut trouver du plaisir. Donc c'est pareil, c'est un sport qui est vraiment très très accessible pour les joueurs en fauteuil. Donc faut pas qu'ils hésitent à essayer. Et puis après, ça vient petit à petit. C'est en venant à l'entraînement une fois ou deux par semaine que on va se faire de plus en plus plaisir en se trouvant
en se trouvant meilleur, quoi. Donc voilà. Ça marche. David, toi, tu as été le… Oui, vas-y. Ouais, excuse-moi, j'allais compléter en effet parce que moi, il y a sur un plan professionnel, j'ai mes diplômes d'entraîneur et lorsque j'entraînais à Tarbes des créneaux justement par badminton, ouais, j'ai pu voir qu'il y avait des personnes qui venaient s'entraîner et qui avaient qui avaient aucune mobilité en fauteuil, mais qui ont trouvé tout de suite un plaisir à jouer, à renvoyer le volant. Voilà, il n'y avait pas besoin de faire justement du déplacement, mais il y avait ce côté ludique, précision. Alors, il se faisait plaisir sur, en effet, d'autres éléments que le côté cardio et physique de notre sport. Mais j'étais assez bluffé de la manière dont il s'éclatait au badminton et pour rien au monde, il aurait raté un entraînement, quoi. D'accord. Et toi, David, tu as été un peu pionnier du parabad en France. Tu l'as dit, là, tu parlais des JO de Londres. Donc, ça fait maintenant presque 10 ans. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'évolution du parabad, que ce soit en France ou dans le monde, dans la pratique? Ouais, clairement, on était on était nombreux à être pionniers en fait dans notre pays. C'est-à-dire qu'on se déplaçait avec nos propres moyens, deux joueurs par-ci par-là, mais il y avait déjà des pays très développés, des pays forts hein, du badminton. Donc clairement, on a su rapidement que en intégrant la BWF, donc je crois que ça s'est fait dans les années 2010, que avec ce soutien, on allait se développer et que forcément le fait de rentrer dans la famille des sports paralympiques, eh ben ça allait être un vrai booster et que ça allait mettre on le voit hein, dans tous les pays, il y a des moyens supplémentaires, il y a des joueurs des nouveaux joueurs qui arrivent sur chaque compète. Donc forcément le fait de rentrer comme ça dans la famille paralympique, ça a mis un vrai coup de boost. Mais je dirais que bon, on a une progression qui est même en France en fait qui est rapide et qui a un gros potentiel encore. Donc là maintenant on est, je pense, professionnalisé. Il y a encore plein de choses à faire en termes de développement, évidemment, mais on est sur une rampe de lancement qui est chouette et qui est assez excitante. Donc, je pense que le para-badminton aujourd'hui est lancé et va faire que de se développer, c'est sûr. Je rebondis sur ce que tu disais, là, que tu étais entraîneur à Tarbes, parce que sûrement, peut-être, il y a des gens qui nous regardent, qui se posent la question, est-ce qu'on peut être entraîneur de valide et de parabad, et qu'est-ce qui va différencier les deux? Alors, je crois que je suis la preuve, en effet, qu'on peut entraîner tout public. Moi, j'ai passé mon diplôme d'État avec une certaine… Alors, j'ai eu une adaptation seulement pour le lancer de volant. Il y a une épreuve où on doit se mettre sur une chaise, sur une table et on doit descendre le volant. Donc, bon, c'était assez anecdotique, mais c'est la seule adaptation que j'ai eue pour passer mon diplôme. Donc, déjà, on peut devenir entraîneur, même dans ma situation en fauteuil. Et puis, après, c'est évidemment de la pédagogie. Et pour entraîner tous les joueurs et les jeunes publics, on s'adapte. Moi, ça, c'est mes pieds pour expliquer un petit peu les appuis et ce qui est possible de faire. Et ça fonctionne. Ça prend un peu plus de temps, il y a une inertie, mais oui, tout le monde peut encadrer, tout le monde peut se faire plaisir, même sur le même terrain, quoi. D'accord. Là, on reste toujours dans le cadre de l'accessibilité pour parler des fauteuils. Parce que par exemple, moi personnellement, il y a eu l'association Comme les Autres il n'y a pas longtemps qui me demandait de faire un test de badminton et ils n'avaient pas les fauteuils adéquats et il fallait trouver des fauteuils pour faire du bad, etc.
Est-ce que vous me confirmez que c'est impossible aujourd'hui de pratiquer le BAD sans un fauteuil spécifique, et donc ce qui a quand même forcément un frein à la pratique, et quelles sont les solutions pour parer un petit peu à ça? Moi personnellement, j'ai commencé le badminton, pardon, avec un fauteuil assez omnisport que j'utilisais pour faire du hockey, par exemple. Donc c'est vrai que c'était pas forcément hyper adapté au badminton. Mais excuse-moi, je te coupe, mais tu avais quand même un fauteuil, pour le sport. Oui, j'avais quand même un fauteuil pour le sport. Ah oui, voilà, si tu veux non, mais c'est différencier ça les ma deux, question, en fait. effectivement, Ces il faut avoir un fauteuil sportif pour pratiquer le para-badminton. Sur nos fauteuils de ville, on n'a pas le moyen de… enfin voilà, moi personnellement, j'ai pas de roulette anti-bascule, donc si je me penche en arrière, je tombe en arrière. Donc voilà, le fauteuil de sport, il a ces 4 petites roulettes en plus des 2 grosses roues qui nous permettent de ne pas tomber. Donc voilà, après, comme je disais, on n'a pas forcément besoin d'avoir un fauteuil de sport qui est spécifique au para-badminton pour jouer. Pour être performant, c'est sûr que c'est mieux, mais voilà, moi j'ai commencé avec un fauteuil omnisport. Et donc, si des gens n'ont pas ce fauteuil omnisport, est-ce que vous avez vu dans des clubs, que ce soit de BAD ou peut-être omnisport, enfin des solutions pour qu'il y ait des prêts de fauteuils parce que je sais que par exemple, pour l'association comme les autres, là, il y avait le FIB qui avait 5 fauteuils par exemple en location, enfin à prêter, qui pouvaient le faire, ou le comité olympique. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas simple à ce moment-là parce que c'est toute une logistique après pour les amener. Donc c'est peut-être un frein. Est-ce que vous avez des solutions ou des choses que vous avez vues qui pourraient être mises en place pour pallier ce problème? Ouais, moi je dirais que c'est une question de réseau et faut pas hésiter à frapper à toutes les portes. Il y a des prêts possibles, il y a des partenariats possibles. Alors ça va de l'échelon club, hein, club à club. Dans certaines villes, il y a des clubs en handisport et qui, je pense, sont prêts à signer des conventions de partenariat ou en tout cas aider à ce qu'une personne puisse essayer en fauteuil. La grosse difficulté aujourd'hui, je pense, c'est que si les clubs ou les territoires investissent dans le matériel, dans du matériel, il ne sera pas forcément adapté à une personne qui va venir, en fonction du gabarit, qui va venir essayer le para-badminton. Maintenant, il y a des possibilités en fait de mutualiser. Je sais qu'à travers les ligues, les comités, enfin voilà, d'avoir ce matériel et de prêter quand il y a de la demande, plutôt qu'un club qui stocke 2-3 fauteuils qui vont pas servir. Ça c'est mon avis, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien d'anticiper et de donner une réponse à un pratiquant qui arrive et qui souhaiterait jouer au badminton, plutôt que de lui dire j'ai pas de fauteuil, je peux pas te proposer de jouer au bad, plutôt que avec un peu d'anticipation pouvoir dire bon, reviens la semaine prochaine, j'aurai des solutions et je vais aller justement frapper à toutes les portes pour voir où est-ce que je peux avoir un fauteuil de prêt, et dans un deuxième temps évidemment investir. Il y a plein d'aides possibles. Donc, c'est souvent pas un problème financier, mais c'est plus une question de réseau, avoir l'information pour savoir où avoir de l'aide. Mais bon, il faut, en effet, ça vient pas tout seul. Il faut chercher gratter un peu, ou alors se rapprocher de la fédération, évidemment, ou des comités handisport qui sont là aussi pour nous aider, quoi. Ok. Et si on parle fauteuil, parce qu'il y a des polémiques sur les prothèses, etc. en atelier, est-ce qu'il y a une vraie course à l'armement? Parce que je sais que David, tu as un avion de chasse qui a été fait par Airbus il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a vraiment une course au fauteuil là-dessus, et ça, c'est vraiment un élément important dans la performance pour vous, et donc qui peut se distinguer entre les pays aussi, parce que peut-être les moyens ne sont pas les mêmes entre la France et d'autres pays peut-être moins développés. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus sur l'aspect technique du fauteuil? Vas-y David, tu es plus calé sur ton projet.
calé. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, je m'investis énormément dans justement dans l'optimisation du fauteuil. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est important? C'est clair que ça remplace aujourd'hui une mobilité qui peut pas être travaillée en faisant de la musculation ou en s'entraînant quoi. J'ai aujourd'hui maintenant l'habitude de dire que je suis dans les catégories fauteuil, je suis autant sur un sport mécanique que sur un sport de raquette. C'est-à-dire que moi clairement par rapport peut-être à la catégorie avec abdos, mais moi, le fauteuil et le dossier de mon fauteuil va venir compenser le manque d'abdos et ma paralysie. Et forcément, il faut que ce soit adapté et c'est du sur-mesure. Maintenant, faire du sur-mesure quand on n'a pas fait de test sur les différents réglages, la position des grandes roues par rapport au bras, voilà, la hauteur du dossier, les sangles, tout ça, ça a beaucoup d'importance et il faut pas, selon moi, faut pas le négliger, il faut en prendre conscience très vite. C'est-à-dire qu'un pratiquant, même qui débute, s'il n'a pas les règles, s'il n'a pas le bon fauteuil adapté, il va pas se faire plaisir longtemps. C'est-à-dire que bon, ben, Julien, tu connais aussi le badminton comme moi. Si au début tu choses du 35 et puis on te propose du 40 en chaussures, bon bah tu vas pouvoir faire 2 séances et puis au bout de 3, 4 séances, C'est compliqué. ce serait plus sympa de passer sur du 35 si tu fais du 35. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, optimiser, ben c'est du très haut niveau, c'est-à-dire que pour moi le moindre détail est important. Donc oui, j'ai un partenariat avec Airbus depuis 2 ans et demi. J'ai avancé sur un fauteuil avec aujourd'hui l'objectif de l'optimisation, c'est la bonne position et maintenant le gain de masse. Mais c'est clair que 1 kilo sur un fauteuil, même 500 grammes sur un match de 80 minutes en fin de journée, ça a son importance, c'est clair. C'est bien. Excuse-moi. Oui, vas-y, Thomas. Vas-y. Non, parce que j'avais le lien avec la question physique et la technique de fauteuil, parce que là, tu parlais de 80 minutes de match. C'était comment vous vous entraînez parce qu'on a du mal à se rendre compte de comment vous entraînez par rapport aux techniques du fauteuil et comment vous vous entraînez physiquement. Vas-y, Tom. Bah écoute, il rigole parce si vous le faites. Il sait que je suis pas un pro de l'entraînement physique, mais moi personnellement, je le fais plus à l'entraînement sur des exercices, donc des exercices d'endurance avec des objectifs de nombre de frappes. Moi, c'est vrai que je suis pas très assidu à la salle de musculation, mais je le travaille autrement, de manière un peu plus ludique, parce que j'ai du mal à motiver, à soulever de la fonte. Donc moi, je le fais avec le fauteuil, avec la raquette. Je suis un jeune joueur, j'ai besoin de taper dans le volant, donc on essaye d'associer au maximum les deux, la partie physique et la partie technique. Voilà, David, il dissocie un petit peu plus. Je vais le laisser expliquer comment il fait. Bah, disons que évidemment, moi c'est pareil, hein, j'ai commencé à faire du physique simplement avec le fauteuil, parce qu'en plus il y a un côté ludique à manier le fauteuil au départ quand on connaît pas. Et physiquement, on a la chance, je pense, au badminton, d'être sur des déplacements en fauteuil devant, derrière. Alors que beaucoup de sports sont toujours en marche avant. Au tennis, ils font des 8. Bon, nous, on fait de l'avant, départ arrêté, on tire vers le fauteuil en arrière et ça permet d'avoir une vraie harmonie et de travailler les muscles de façon agoniste-antagoniste. Et c'est, je pense, un vrai atout pour nous au para-badminton. Et donc, on peut le travailler de façon très ludique, simplement sur le fauteuil. Moi, je sais que parfois, je mets juste 1 kilo ou 2 sur le fauteuil et que j'enlève ensuite pour faire du déplacement. Et puis, évidemment, pour avoir plus de résistance, plus de cardio, pour moi, le physique, c'est une part importante dans ma planification, tout simplement parce que je dois compenser par rapport aux autres de ma catégorie qui sont un peu plus physiques de façon naturelle, qui ont un peu plus d'abdos ou de puissance. Voilà. Donc, il y a
je pense que les deux sont importants, le physique sur le court et puis le cardio, la force en musculation. Ça marche. Par rapport à l'accessibilité dont on parlait tout à l'heure pour promouvoir ce parabad et que des gens qui nous regardent ont envie de le pratiquer, est-ce que c'est une fausse idée que je me suis écrite que c'est plus facile pour vous de jouer sur des parquets que sur des sols de gymnase classiques, Taraflex? Non, c'est pas une fausse idée. Malheureusement, les Taraflex, ils sont quand même de manière générale assez mous. Et le parquet est quand même relativement dur par rapport à un Taraflex, donc c'est quand même beaucoup plus facile en termes de déplacement. Quand on a un peu moins de handicap comme moi, ça reste accessible sur un Taraflex, mais c'est très très dur. Donc t'imagines bien que David qui a pas d'abdos et qui pousse qu'avec ses bras et ses pecs, il en chie quand c'est mou et c'est normal. Et donc, est-ce que, transition toute faite, est-ce qu'à Tokyo, vous connaissez le revêtement? Et je suppose que ça a son importance à ce moment-là, pour s'entraîner. Vas-y, Dave. Ben, c'est du parquet. D'accord. Toutes vos compétitions sont sur parquet? Oui. Et je pense pas me tromper pour dire que, alors si c'est pas déjà fait, en tout cas, ils y travaillent au niveau de la fédération internationale pour que toutes les compétitions se fassent sur parquet de façon un peu obligatoire. Maintenant, on a eu la chance d'avoir le test event, c'est-à-dire l'Open du Japon il y a 1 an et demi, qui nous a permis de jouer dans la salle des jeux. Donc c'était pas la même configuration, mais on a eu la chance de faire un Open et plusieurs matchs dans la salle qu'on aura au jeu, avec le revêtement aussi qu'il y aura. Et c'est un beau parquet, c'est une belle salle. Et par rapport donc à ces jeux-là, objectif médaille, quelles sont vos chances aujourd'hui et quels sont un peu les adversaires à regarder un peu du coin de l'œil? Est-ce que c'est les Allemands que vous allez voir la semaine prochaine? Voilà, quelles sont vos chances? Je crois qu'il faut tous les regarder en fait, du coin de l'œil. Si on veut décrocher une médaille, il va falloir vraiment qu'on sorte notre meilleur badminton. Donc toutes les équipes vont être importantes à battre. Maintenant, on a un objectif de médaille, mais on arrive aussi un petit peu dans la peau d'outsider. Donc moi personnellement, en tout cas, je préfère y aller sans pression et essayer de donner le maximum que de se focaliser sur l'objectif de médaille. Mais voilà, toutes les équipes sont très très fortes et on va toutes devoir les battre si on veut aller chercher une médaille là-bas. Dave, tu veux compléter? Disons qu'on est 6 paires de qualifiés, donc on a 5 paires de doubles à observer. Il y a 4 paires asiatiques et une paire allemande avec nous. Forcément, les Asiatiques, on a deux machines de guerre, là, les Coréens et les Chinois qui n'ont pas perdu un match et pas un set sur la prépa paralympique, sur la course au point. Maintenant, c'est une compétition à part. Je pense que personne la connaît et c'est là où on doit tirer notre épingle du jeu, c'est-à-dire qu'on doit être préparé. Comme je rejoins Tom sur le fait que on doit jouer sans pression parce qu'on est outsider, mais il va falloir faire en effet de la bonne analyse et puis jouer sur tous les détails que la compétition va nous offrir, parce que personne ce sera une première pour tout le monde, les jeux, donc il y a peut-être un peu de pression et celui qui va mieux supporter la pression va permettre d'aller chercher la médaille, mais voilà. Top, ok. Pour finir là, donc c'est la semaine du BAD, c'est un moment où on essaye de promouvoir encore plus le BAD et les clubs de BAD. Est-ce que vous avez un peu une idée folle pour promouvoir le BAD? Je sais pas, un truc un peu fou qu'on pourrait tous faire collectivement, ou je sais pas, pour promouvoir le BAD et le parabad. Tom, enlève tout. Vas-y, assume David. C'est quoi?
David, tu proposais quelque chose ou c'était une connerie? Ouais, c'était une bêtise. Je te proposais torse nu et voilà, c'était. Il y a eu une période hein, avec les calendriers, avec de faire focus sur une action. Trop poilu, personne n'a envie de voir ça. Mais plus sérieusement, en effet, aujourd'hui, il y a deux possibilités de promouvoir. C'est la communication pour montrer ce qui est possible de faire, ce qu'on peut faire en fauteuil. Parce que, enfin, moi, les premiers temps, quand j'expliquais que je jouais au badminton en fauteuil, bon, les gens me regardaient bizarrement. Hein. Ils voyaient pas comment je pouvais, voilà, me déplacer sur un court. Maintenant, un visuel. Et puis oui, et je pense que c'est impressionnant quand on connaît pas. Donc ça permet vraiment, pour moi, c'est la meilleure promotion d'avoir le maximum de visuels. Donc là, les jeux pour ça, c'est top. Et puis un peu folle. Ben nous, on est prêt à tout. Hein. On est un peu fou aussi. Hein, ok, c'est noté. Hein. Donc, la Fédé a noté aussi. sur la plage, peut-être pas. On sera pas très efficace. mais pourquoi pas. Après. Voilà, challenge, hein, qui veut nous proposer quelque chose. Ok. Et toi, Thomas? Vraiment. On est, ouais, j'ai pas forcément d'idée très folle, mais par contre, on est vraiment ouvert à toute proposition. On est suffisamment, on a encore un esprit un petit peu enfantin avec David pour accepter les propositions les plus folles. Donc, libre à chacun de proposer son truc et puis on essaiera d'y répondre positivement. Bon, ouais, ça marche. Le message est passé. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps. Bon courage pour le stage en Allemagne, parce que je rappelle, là, donc on a enregistré avant cette semaine du BAD pour que vous soyez totalement dans votre entraînement et votre préparation. Bonne chance pour Tokyo. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Et donc, on achève nos rendez-vous live de la semaine. Et n'oubliez pas de continuer donc à participer à cette semaine, ce week-end, dans tous les clubs de BAD. Et puis, vive le BAD, surtout, et vive la reprise. Merci à vous. Vive le BAD. Merci. Ciao. Merci à vous.